archi bondé. C'est une fête de célébration avant la prestation de serment de Donald Trump dans quelques heures. Pour en parler sur ce plateau, Stéphane Bureau, consultant États-Unis, BFM TV, bonsoir. Guillaume Fard, consultant police-justice, BFM TV, bonsoir. Olivier Ravanello, ancien grand reporter spécialiste de politique étrangère, merci d'être avec nous. Maurice Safran, éditorialiste à Challenge, Brigitte Hadès, grand reporter et chef de bureau britannique de la revue Politique Internationale. Bonsoir. Et Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad France. Et j'ai forcément envie de commencer avec vous. C'est pas de la torture, c'est du réalisme et du pragmatisme. C'est un plaisir. En ce moment, ce qui se passe, c'est une grande célébration entre soi, comme on dirait en France. C'est les Républicains qui fêtent leur victoire avant que Donald Trump ne devienne le président de tous. Comment vous vivez ce moment de fête XXL républicain ? Déjà, j'avais pas l'intention de vous regarder, mais c'est normal. C'est normal. Qui que ce soit gagne, c'est normal de célébrer. On peut pas dire le contraire, mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Sauf le fait que je suis là avec vous, alors je vais voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et c'est normal. Stéphane Bureau, tout a été très calibré, les intervenants ont été extrêmement choisis, on les verra. Et il y a le fameux Hulk Hogan, il y a John Voight qui a été choisi pour être ambassadeur à Hollywood. Il y a aussi le vice-président qui va s'exprimer, puis la star. Donald Trump. C'est très millimétré. C'est important ce show à Washington avant l'aspect plus solennel demain. C'est très important le show pour M. Trump de manière générale. Ça ressemble beaucoup au programme de la Convention républicaine cet été au Wisconsin. Donc c'est des gens qui sont habitués à être vus en compagnie du président élu, demain président avec les pleins pouvoirs. Sinon, pour les Village People qui, eux, sont moins habitués. Alors là, il y a peut-être un petit... Là, il y a une petite incompréhension, on va dire. Une petite incompréhension. Ils ont d'ailleurs dû s'expliquer auprès de leurs fans et dire que c'était le président de tous les Américains. Ils ont dit que la musique, c'était apolitique. C'est apolitique. Alors, la chanson a beaucoup tourné dans certains des grands meetings politiques de M. Trump. Et on sait maintenant qu'il danse beaucoup, M. Trump. Il a inventé... C'est au YMCA. Exactement. On a peut-être une autre explication aussi, c'est que ça a fait gagner des millions de dollars. Et chez les Américains particulièrement, elle a toujours été très politique. Mais fermons la parenthèse. Soirée républicaine, oui et non. Soirée avant tout trumpiste. Oui. C'est la réconciliation, c'est mettre ensemble toutes les sensibilités trumpistes pour le triomphe du nouveau président. Donc je crois que c'est plutôt ça, cette On est soirée. tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pas le candidat du Parti républicain. Je pense que c'est le candidat unique. Et au-delà, voilà. C'est une grande démonstration, le disait Olivier Ravanello, de toutes les sensibilités trumpistes, parce qu'on le voit, il y aura Hollywood, il y a aussi une pasteur qui va venir parler, le côté très religieux, il y a le vice-président, c'est toutes les filières en fait trumpistes qui sont rassemblées ensemble. C'est tous les électorats que savent très bien cibler les équipes de campagne des différents candidats américains. C'est eux qui ont inventé l'utilisation du sondage en politique, la segmentation des électorats pour avoir un discours qui va coller selon les États, selon les objectifs sociologiques, culturels, économiques, les personnes qu'on veut aller chercher pour arriver à rassembler aussi large que l'a fait Trump. Et c'est une myriade qui va des cols bleus, c'est-à-dire de tout cet électorat populaire ouvrier que les démocrates n'arrivent plus à convaincre, jusqu'à l'électorat très conservateur et religieux sur des questions qui vont toucher le wokisme, les transgenres, en passant par ceux qui ont une détestation profonde de l'État. Et avec Musk, Trump prépare ce qu'on appelle un spoil, c'est-à-dire le système du spoil system, où, contrairement à l'administration française qui reste alors que les politiques passent, et aujourd'hui ça nous sert bien, aux États-Unis c'est l'inverse. À chaque élection, un président vient avec ses fidèles qu'il nomme dans les différentes administrations, à ceci près que là, Trump a promis que ça allait aller très loin et que la masse des nominations allait être considérable. On retourne sur place à Washington, on retrouve un de nos envoyés spéciaux, Benoît Ballet, qui essaie désespérément, Benoît, de rentrer dans cette salle. Vous y arrivez ou pas trop ? Écoutez, ça avance tout doucement. Là, je regarde ma montre, ça va bientôt faire 8 heures qu'on fait la queue avec tous ces électeurs de Donald Trump qui ne rêvent que d'une chose, c'est voir leur champion déclarer sa victoire, parce qu'il est là pour ça. Donald Trump, aujourd'hui, ce dimanche, à la veille de son investiture, c'est le meeting de la victoire. C'est comme ça qu'il l'a
présenté. Alors il ne sera pas tout seul, hein. Elon Musk, vous savez, le patron de X, de Tesla, de SpaceX, va prendre la parole aussi avant de rejoindre l'administration de Donald Trump demain. On attend aussi le concert des Village People, vous savez, ce groupe avec son fameux titre YMCA qui clôt toujours les meetings de Donald Trump, et donc une performance en live, ça a été annoncé, mais surtout voilà, ça va être cette image très forte de Donald Trump à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, pour proclamer sa victoire avant cette investiture demain devant des milliers de spectateurs qui attendent, comme nous désespérément, une place à l'intérieur de ce Capital One Arena. Benoît, vous avez fait un petit sondage autour de vous, ça fait combien de temps que les gens attendent sous la neige fondue comme ça? Très honnêtement, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Des gens étaient là depuis 6 heures du matin, sous, je ne sais pas si vous le voyez autour de moi, une espèce de grêle de neige, de pluie fondue. Il fait à peu près 2 ou 3 degrés. Les conditions sont vraiment dantesques. Franchement, c'est la croix et la bannière pour essayer d'entrer dans ce bâtiment. Il faut vraiment une volonté de faire, un amour presque, je pense, de Donald Trump pour avoir voulu rester et tenter coûte que coûte d'aller à l'intérieur de ce bâtiment, d'apercevoir Donald Trump et tous ses soutiens. Et puis on imagine aussi difficilement comment tous ces électeurs de Donald Trump vont faire demain. Parce que demain, vous savez, cette investiture devait se tenir à l'extérieur du Capitole, sur le mall, cette gigantesque esplanade en face du Capitole à Washington. La cérémonie qui devait être en extérieur a été annulée par Donald Trump parce qu'il va faire très froid, moins 10 degrés, ressenti moins 15 avec le vent. Et 220 000 tickets avaient été distribués. Le Capital One Arena, où on se rend et où on pourra de nouveau demain observer et sur des écrans cette investiture, c'est uniquement 20 000 places. Donc ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes qui seront demain à Washington pour voir cette investiture, qui vont tenter en même temps d'aller de nouveau dans ce Capital One Arena. Donc ça promet d'être un casse-tête logistique absolument phénoménal. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance et on veut vous retrouver à l'intérieur, Benoît Ballet. Allez vous mettre au chaud, allez à l'intérieur de cette salle. Fred Hoffman, vous vouliez réagir? Ouais, parce que je trouve ça un peu contradictoire et triste pour ses supporters. Oh, ils n'ont pas l'air tristes quand même. Hein. Non, mais de rester 8 heures comme ça, dans le froid, où demain, Donald Trump n'est pas capable de faire l'investiture à l'extérieur. Et si vous voyez les interviews des gens qui sont venus de loin, qu'ils ont payé cher, qu'ils ont amené leurs petits-fils et petites-filles, qu'ils ont vu ça comme quelque chose d'historique, et parce que Donald Trump avait peur d'avoir la taille de la foule petite, lui, il a décidé de changer tout. Les pauvres gens-là, je pense qu'ils commencent à comprendre qui est vraiment Donald Trump. Un petit commentaire sur ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est Justin Quiles, qui est donc un chanteur portoricain, qui est donc venu apporter sa voix, pour ainsi dire, pour chanter et pour soutenir Donald Trump. C'est celui qui a des lunettes, précisément, qui est juste à côté de lui. Brigitte Hadès, bon, il y a ce meeting, il y a ces gens qui veulent entrer dans cette salle, mais finalement c'est assez petit, 20 000 places, donc forcément il y a cet effet de foule à l'extérieur. Ce qui surprend aussi, c'est cet absolu besoin de Donald Trump, à la veille de ce jour décisif, qui va le voir réinvesti en tant que président, d'avoir besoin de se retrouver dans cette salle et de faire en quelque sorte un dernier meeting. Quelque part, oui, mais aussi, je pense qu'il est très content d'avoir tous ces gens dehors, parce que ça lui fait une foule, comme vous disiez très bien, ça fait une foule dehors. Et il a très peur de ne pas avoir autant de gens qu'il a déjà en 2017, il avait prétendu qu'il y avait beaucoup plus de gens qui venaient pour le célébrer qu'ils sont venus. Et là, ça va être la même chose. Donc là, il s'est mis à l'intérieur, donc il va décevoir tout cet électorat qui est venu de loin, qui a dépensé une fortune. Et là, peut-être, effectivement, ils se disent, moi, il a pu en faire rentrer quelques-uns, mais là, demain, ça va être vraiment quelque chose de très décevant. Et ça peut être peut-être un début, comme vous disiez sur les réseaux sociaux, il y a vraiment tout. Oh, vous êtes de parti pris, Stéphane Bureau, on a vu quand même, là c'était des chanteurs portoricains, et ça représente bien aussi la diversité du vote qu'il y a eu pour Donald Trump. Rappelons-le, il a été extrêmement bien élu, et il a eu des votes dans diverses communautés en fait. Oui, et chez l'électorat latino, c'est 42% d'appui. C'est un record absolu pour un candidat républicain. Il avait fait en 2016
28 %, ce que personne ne prévoyait. Un peu mieux en 2020, 33 % et là, 42 %. La preuve, donc, qu'il fédère en dehors de l'électorat traditionnel qu'on lui prête. Chez les Afro-Américains, c'est 20 %. Excusez-moi, mais attention, Monsieur Jon Voight arrive sur scène. Incroyable. Je pense qu'il a été renié par sa fille. Hein? Oui, Nouvel ambassadeur de Donald Trump pour Hollywood. On va l'écouter. Bonsoir tout le monde. Quel honneur d'être ici parmi vous ce soir, devant ce public composé d'hommes et de femmes absolument incroyables qui sont venus ce soir pour célébrer la plus belle victoire de tous les temps. La plus belle victoire de tous les temps, la victoire pour laquelle nous nous sommes tous battus pour sauver notre pays, sauver notre démocratie. Et je suis incroyablement reconnaissant de pouvoir dire devant vous aujourd'hui que Donald Trump est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Et il va rendre sa grandeur aux États-Unis. Il va nous permettre de nous développer, on va retrouver aussi notre sécurité. Et nous, le peuple américain, allons à nouveau rendre hommage à notre drapeau. Notre drapeau bleu, blanc et rouge et tout ce qu'il représente, un pays qui suit les ordres de Dieu et qui suit comme boussole la liberté et la justice pour toutes et tous. Donald J. Trump s'est battu pour sauver ce pays et maintenant il va faire revenir Dieu dans notre pays pour dire la vérité et il va sauver le plus grand pays au monde, le plus beau pays au monde, les États-Unis d'Amérique. Et je suis très fier de dire que le président des États-Unis est aussi mon ami, notre ami. Il est aussi mon héros, notre héros. Il s'agit d'un homme qui n'a jamais abandonné le peuple américain. Et nous, le peuple américain, ne l'avons jamais abandonné non plus. Que Dieu bénisse Donald Trump. Eh bien voilà pour Jon Voight, cet acteur américain, 86 ans tout de même. Maurice Safran, Jon Voight, tout comme Mel Gibson, tout comme Sylvester Stallone, sont les ambassadeurs spéciaux de Donald Trump à Hollywood. Mais je crois que la présence de ces acteurs, de ces chanteurs, de ces rappeurs est plus importante qu'on veut bien dire quand même. Ça montre un vrai retournement culturel de l'Amérique. Il y a encore quelques élections présidentielles précédentes, le candidat républicain n'aurait pas été soutenu par ces gens-là. Je crois que là, il y a un point. Et c'est la même chose en Europe, d'ailleurs. Hein. Il y a de plus en plus d'artistes qui soutenaient la gauche, qui aujourd'hui soutenaient mais pendant la campagne, on avait dit que tout le soutien des stars, finalement, c'était défavorable aux démocrates. Et là, vous me dites que c'est le contraire pour Donald Trump. On s'était rendu compte que les stars classiques hollywoodiennes, depuis plusieurs élections, leur soutien aux candidats démocrates n'avait servi à rien sur le plan des voix. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un vrai retournement culturel et qu'il faut en tenir compte. Mais on est obsédé par ces stars. Combien de fois avons-nous attendu Taylor Swift en se disant ça y est, elle va apparaître, elle va être aux côtés et ça va être gagné pour Mme Harris? Pas du tout. En 2016, Mme Clinton, avant elle, jamais
des stars hollywoodiennes ne s'étaient autant alignées sur une candidature. Ça n'a eu aucun impact, zéro. Alors, évidemment, il y en a quelques-unes de ces stars hollywoodiennes qui sont aujourd'hui avec M. Trump, mais ça reste que c'est marginal. C'est vrai que de les voir s'afficher ouvertement, c'est un peu nouveau. Mais, par exemple, Sylvester Stallone a toujours été très trumpien. Oui, mais que de grands rappeurs soutiennent Trump, c'est culturellement plus étonnant. Et aussi, on peut se surprendre qu'un électeur noir américain sur 5 ait choisi de voter pour M. Trump aux dernières élections. Il y a là un basculement culturel. Là, excusez-moi, un mot sur l'orateur du moment, donc Stephen Miller qui s'exprime. On alterne un peu les profils. Justement, on en dit quoi? Sur Stephen... C'est le pire du pire. C'est-à-dire, très concrètement, il est là pour quoi dans le gouvernement Trump? C'est dangereux, la façon de voir les US et ce que veut faire pour le peuple américain. Et je veux juste dire une chose vite fait. Faut pas oublier que Mel Gibson était un antisémite. Alors, à l'époque, il était banni par les films. Alors, il faut pas oublier des choses comme ça. Bref, pour Stephen Miller, voilà, c'est lui qui, tout le long de la campagne, dans les, les coulisses, c'est lui et l'autre personne de l'équipe qui avaient dit plein de choses dans l'oreille de Donald Trump. C'est pas comme ça arrive que comme ça. Et c'est quelqu'un qui est vraiment anti-immigré. C'est lui qui va être en charge de ce qu'on annonce pour mardi, à savoir cette grande vague d'arrestations massives de migrants illégaux dans le pays? C'est un de ceux qui aura beaucoup d'influence. Oui. En matière d'immigration. Pour moi, pas dans un sens qui est bien pour le pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le patronat est très inquiet parce qu'en fait, ils ont besoin de ces migrants. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Et donc, et ça va être très difficile pour prendre, même s'il fait ça par décret, de réussir à arrêter ces gens-là. D'abord, ils vont pas se laisser potentiellement, pour donner un chiffre, on parle de 11 millions de personnes qui résident clandestinement, potentiellement concernées aux États-Unis, sur une population de 340 millions. Mais ils auront beaucoup de mal parce que d'abord, ça va coûter une fortune, ça va coûter très cher. Demain, il y aura des recours. On ne peut pas non plus leur empêcher d'avoir des recours, etc. Donc, ça va prendre un temps fou. Mais ça n'arrivera pas non plus. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que ce processus de remigration massif n'aura pas lieu, ne serait-ce que parce qu'on ne reconstruira pas Los Angeles sans cette main-d'œuvre assez corvéable, qui a reconstruit une grande partie de la Floride. Et je pense que M. Trump en est parfaitement conscient. Et il faut voir que dans l'histoire, puisqu'on a avec nous un démocrate, en matière de remigration, le champion toute catégorie, c'est probablement une de vos idoles, M. Obama. 3 millions de gens qui ont été retournés chez eux. À ce jour... Je sais, mais c'est ça. Mais donc, 3 millions qui ont été renvoyés chez eux sous l'administration Obama. Et M. Trump n'avait pas mieux fait pendant ses 4 années au pouvoir. Mais c'est aussi la façon de le faire. Mais ça, c'est une autre chose. Évidemment. Pas mettre les gens dans les cages et de séparer les Guillaume Fard, sur cette question d'immigration et de migration, c'est un enjeu national pour Trump. Il en fait un des axes forts puisque ce sera un de ses premiers décrets. Oui, il a toujours beaucoup insisté là-dessus. Il a reproché pendant sa campagne aux migrants d'être la source des pires maux jusqu'à manger des chats et des chiens. Oui, ça avait été abondamment commenté, mais s'il a dit ça, c'est précisément parce que ceux qui écoutaient étaient réceptifs à ça et parce qu'ils attendaient de lui une posture qui soit la plus ferme possible vis-à-vis des migrants. Après, là où je rejoins pleinement mon voisin de gauche, c'est que il y a des limites à la politique de lutte contre l'immigration illégale, que la question du mur entre les États-Unis et le Mexique, on a bien vu ce que ça a donné lors notamment de son premier mandat, et que par ailleurs, il y a des impondérables qui font que même si on peut dire qu'on sera très ferme, en pratique, il y a le coût que cela représente et le fait que partout dans le mode occidental, au-delà des États-Unis, le patronat a besoin de main-d'œuvre. Et ces débats qui sont ces débats aux États-Unis sur la présence des migrants, nous les avons aussi en France, où le patronat français dit exactement la même chose quand certains commencent à dire qu'il faudrait songer à expulser absolument tout le monde. Au-delà de la faisabilité, il y a la question de l'opportunité. Mais au-delà de cette faisabilité et de cette opportunité, il y a la question de l'annonce. Là, on est purement dans de l'annonce. On est demain, je vais prêter serment et dès que j'aurai prêté serment, je cite Donald Trump, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine, Olivier Ravanello. Je pense qu'on va rentrer dans une séquence, on en aura peut-être la confirmation, mais qui va être une bascule aussi. On l'a vu durant la campagne, à quel point la communication va dépasser les faits. Ce dont nous sommes en train de débattre, c'est de la réalité des faits, la réalité des chiffres. Sans doute que Donald Trump, en étant omniprésent dans sa communication, va pouvoir
faire produire des images de quelques personnes qui vont être arrêtées, qui vont être reconduites. Ces images vont être abondamment diffusées sur les réseaux sociaux. Elles vont circuler. Et lui dira, nous sommes en train de continuer, même si cela ne se fait pas. Et ça va suffire, ça va faire le job. Un autre décret sur autre chose, et un autre décret sur autre chose, et ainsi de suite, simplement pour envoyer comme des échantillons politiques de tout ce qu'il a promis de faire. Est-ce que pour autant ça va changer structurellement la société américaine? Je n'en suis pas sûr, mais il va contenter son électorat. Mais il y a aussi une marge entre 15 millions de personnes qui seront renvoyées chez elles et 1 million ou moins. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura des gens, et ça sera assez important, qui seront invités à retourner. Sinon, ça sera davantage qu'une invitation. Et c'est évident que mardi, il y aura des opérations menées par des autorités, évidemment, des autorités de la police des frontières qui voudront mettre la main au collet de gens qui sont illégaux et qui ont des dossiers criminels. C'est la première étape. Le New York Times nous apprenait ce week-end que 82% des Américains sont favorables à ce que soient renvoyés chez eux tous les illégaux qui sont aussi... Mais pour revenir à une des promesses qu'il avait faites pendant son premier mandat, c'était ce fameux mur qui devait être érigé. Il est devenu quoi, ce mur? Il est pas tout à fait étanche. Il en a construit un petit bout, mais ils ont vendu aux enchères ce qui n'avait pas servi, et apparemment ça n'a pas été très payant pour l'administration Biden. Il y avait peu de preneurs. Peut-être qu'il y retournera, mais ce qu'il disait, c'est encore une fois, on parle d'image et de communication. En 2016, quand il parlait du mur, il parlait de l'immigration, et c'était la manière simple de présenter le dossier aux Américains en disant « Je vais construire le mur ». C'est tout simple. Le Mexique a les pays, voilà, c'est ça, les promesses, il faut regarder les promesses. Vous voyez qu'est-ce qui se passe, pas que dans les 2-3 jours à venir, mais évidemment tout le long, parce que plein de promesses, c'est joli et tout ça. Et non, je vais juste vite fait dire, pour ce qu'il va faire cette semaine, et on fait des ondes à Chicago, je me demande aussi le nombre d'argent fédéraux qu'il va avoir, et aussi, est-ce qu'il y aura peut-être, on ne sait jamais, une résistance? Est-ce que peut-être, s'il y a des choses hors la loi que Donald Trump demande, est-ce qu'on va voir s'il envoie le militaire? Si on est honnête, on a plutôt senti une lassitude. Par exemple, si on a regardé les manifestations hier, il y a eu quoi? Si on grossit les chiffres, 50 000 personnes à Washington par rapport à 500 000 en 2017. Il y a aussi soit une résignation, soit une adhésion. Je ne sais pas, il faut choisir son camp. Oui, mais je pense, j'ai vu ça aussi, mais après vous avez vu les images autour de la piscine de pool là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plein de manifestations partout aux US. C'était pas que à Washington. Non, je prends l'exemple de Washington parce qu'il est flagrant. Oui, mais on est en dessous de la jauge de 2017, c'est évident. Il y avait une espèce de lassitude qui s'est inscrite un peu au programme. Il faut voir ce que feront les villes dites sanctuaires, c'est-à-dire ces villes souvent démocrates. Chicago, New York, il y en a plein. Los aussi Angeles, au Texas, qui refusent, mais alors c'est pas nouveau et c'est pas un spécial pour M. Trump, qui refuse de collaborer avec les polices des frontières, disant c'est pas notre boulot. Et à Chicago, Stéphane, on va voir si c'est que ICE, si c'est que ça ou s'il y a d'autres agents appelés. Ou le militaire, c'est ça aussi il faut voir. Maurice Lafont. Je pense qu'on se rassure en insistant sur la communication et sur les images. Bien sûr que Trump est le champion du monde de la communication et des images. Mais il va réellement faire. Je crois qu'on se trompe totalement quand on pense qu'il fera moins que son programme. Oui, quand il sera au pouvoir, il sera plus modéré, etc. Ça ne sera absolument pas le cas puisqu'il n'a plus d'enjeu derrière. Le seul enjeu, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'il pense. On va, excusez-moi, on va aller voir. 15 millions, sans doute pas. On va aller voir Élise Philippe parce qu'elle a froid. Elle a froid. Elle est à Washington, elle est à l'extérieur.